J'ai besoin d'une aventure et j'ai besoin que l'écriture, la langue soit là, qu'il y ait des images chaque fois qui me ces liens, où je sens vraiment justement cette attention très très précise. Plus tard, quand j'ai croisé son éditrice, elle m'a dit « Ah oui, c'est vous qui aviez interviewé Raluca en talon au Jardin des Plantes. Je le confesse. » Quand Raluca Antonescu m'a donné rendez-vous devant le Muséum d'Histoire Naturelle, je n'ai pas imaginé qu'on se promènerait dans le jardin et j'ai chaussé mes talons de 10. Ça ne nous a pas empêché de trouver refuge dans ce jardin pour parler de livres. Comme moi, vous serez infiniment touchés par l'humour et la sincérité de Raluca et par la façon dont elle nous ouvre les portes de son imaginaire et de sa bibliothèque intérieure. Arrivant en France petite fille, après avoir fui la dictature en Roumanie, les livres ont depuis toujours été pour elle une affaire sérieuse, une ouverture sur le réel, sur le bruit du monde et un lien magnifique avec le reste des vivants. Elle publie en 2025 Les Trois Cœurs du Poulpe dans la très belle maison d'édition suisse La Baconnière, lieu de créativité et de résistance. Un roman finaliste du prix Libraire en scène Corinne Kim 2026. Dans son roman, comme dans sa vie, elle s'offre et nous offre des abris, des cabanes, où les personnages deviennent, comme par enchantement, nos alliés les plus précieux. Je suis Dolly Chouéry, de la librairie Des gens qui lisent à Sartrouville, et dans ce tout premier épisode de la saison 4 de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, vous l'entendrez, souffle un vent de nouveauté, de liberté et d'envie de tout découvrir. Enchanté. Ouais, on se la bise. Bien sûr. Là, on peut se mettre là. Ouais, c'est bien là. Parce que là, c'est beau. Ouais, c'est hyper beau. On est ensemble pour parler de livres, mais d'abord j'aimerais bien que vous me disiez où on est et pourquoi est-ce que vous m'avez donné rendez-vous ici. Alors, on est au Jardin des Plantes, donc à Paris. Et je vous ai donné rendez-vous devant le Muséum d'Histoire Naturelle, parce que c'est un musée que j'ai beaucoup visité, toute seule ou avec ma fille et mon mari. Et c'est vrai que j'ai une affection pour les musées d'histoire naturelle. Généralement, quand je visite une ville, c'est les deux choses que je vois. Je vais regarder en premier, c'est les musées d'histoire naturelle. Des fois, il y en a des tout poussiéreux, un peu glauques, comme ça. Il y a toujours des ambiances incroyables. Et les jardins botaniques, c'est vraiment des lieux qui sont des véritables refuges. D'ailleurs, j'ai toujours un jardin dans mes livres. Oui. C'est des endroits qui vous inspirent aussi. Vous dites vous avez toujours des jardins dans vos livres. Est-ce que c'est inspirant pour vous, ces jardins, ces musées ? C'est très inspirant parce que c'est souvent justement des endroits très calmes. C'est des moments, du coup, j'ai toujours... je réfléchis beaucoup, je me balade. Et j'aime bien juste penser, réfléchir, avoir du temps. Et puis du coup, être vraiment dans un moment où aussi mon observation, elle est prête à prendre ce qui vient. Donc ça veut dire un mouvement, une plante. Donc c'est vraiment cette attention très fine que je peux avoir dans un parc. Comme un enfant un peu très émerveillé partout, tout m'émerveille. Et j'adore ces étapes parce que voilà, on peut évidemment pas toujours être comme ça dans la vie. Je les mets souvent dans mes livres comme exactement un peu des refuges, pas seulement pour mes personnages, mais je pense pour moi, l'écrivaine, qui a besoin de placer comme un lac aussi. Il y a souvent des lacs. Ça fait partie de mes paysages intimes, mes paysages qui sont mon chez-moi, peut-être. Est-ce que c'est des endroits aussi où vous aimez vous arrêter peut-être pour lire ? Est-ce que c'est des endroits où vous pouvez lire ou est-ce que vous dissociez vraiment les deux activités ? Je peux lire, je peux aussi écrire. C'est vrai ? Complètement, j'ai un carnet, je peux me poser et si j'ai du temps, c'est vraiment dans ces endroits-là. Quand je visite dans une ville, je préfère ça que dans un café, par exemple. En venant justement, je me suis dit, mais j'ai aussi remarqué que vraiment, il y avait plein de gens qui étaient assis et qui lisaient des livres. Je pense que les parcs, bien sûr, ça prête à ça. Alors moi, je lis vraiment partout. Alors évidemment, j'adore lire chez moi dans mon canapé. Je peux lire jusqu'à 3-4 heures du matin, il n'y a aucun problème. Ok. Voilà, c'est arrivé aussi plein de fois que j'entends les oiseaux et je me dis, le jour s'est levé. Et là, je ferme vite, je me couche. Je me dis, c'est encore la nuit, ça va, je peux encore. Mais je peux vraiment lire partout. Par exemple, un endroit que j'adore lire, c'est le bus. Okay. J'adore lire dans le bus. Pourtant, il y a du bruit, voilà. Et du coup, quand je vais justement bosser le matin, j'y vais en bus, j'ai 40 minutes de bus et j'adore. Parce que je pense que c'est aussi comme c'est très tôt le matin, je suis encore un petit peu à mi-chemin comme ça, je suis pas complètement réveillée. Et de me plonger dans mon livre en cours, c'est un vrai bonheur, quoi. Okay. J'enseigne les arts plastiques à des enfants. Pour moi, c'est juste génial parce que ils ont entre 8 et 12 ans.
Et mon boulot finalement, c'est de développer la créativité. J'ai tout le temps les mains sales d'encre, de terre, de machin. On fabrique, on expérimente avec les enfants, c'est rigolo. C'est pas du tout intellectuel et ça va bien avec l'écriture où c'est extrêmement solitaire, où je suis toujours dans ma tête et ça d'être dans quelque chose de beaucoup plus manuel, ça fait et qui en même temps l'acte créatif pur en fait comme ça, voilà, spontané. Allez, on essaye, ok, on essaie de coller, ça tient pas, ça marche pas. Donc voilà, je trouve que ça montre bien ce que c'est vraiment la création. Ça marche aussi avec l'écriture, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qui colle ensemble ou pas, complètement, la culture, voilà. etc. Et je pense que du coup, j'ai toujours ce rappel et je pense que c'est comme ça que je l'envisage, vraiment beaucoup. Parce qu'aussi, je suis vraiment pas d'une formation littéraire, je suis d'une formation artistique. J'ai pas une approche intellectuelle de l'écriture, j'ai vraiment une approche matérielle. Donc j'écris, je produis du matériau qu'après je vais commencer à modeler, assembler, monter en fait, voilà. Si vous aviez un mot ou une phrase pour dire quel genre de lectrice vous êtes. Il y a vraiment cette idée d'une plongée, d'une immersion, donc quelque chose où vraiment, si j'ai beaucoup de temps et que je suis bien rentrée dans un livre, plongée dans un livre, je peux être très désagréable si on me dérange. Donc j'adore du coup avoir du temps pour lire, pour vraiment me plonger dedans et je suis complètement... mais je vois que c'est vraiment le même effet, c'est j'ouvre une porte et je rentre dans un monde inconnu. J'aime pas qu'on me décrive tout, par exemple les personnages, j'aime bien qu'il y ait des flous, que moi je puisse mettre dedans. Vous avez dit tout à l'heure, l'enseignement, contrairement à l'écriture et à la lecture, c'est des moments où vous n'êtes pas seul, mais en même temps c'est des moments aussi de conversation, puisque quand vous lisez, vous comblez aussi, vous participez un petit peu à la création de l'histoire. Ma question c'est, est-ce que vous pensez que la lecture c'est un acte solitaire ou est-ce que vous aimez le partager ? Alors j'aime beaucoup parler de mes lectures, après je me rends compte qu'on n'est jamais très... C'est à la fois un grand bonheur et une grande frustration, parce qu'évidemment on ne lit jamais le même livre en fait, oui. C'est complètement fou. J'ai ma fille maintenant qui a presque 18 ans, donc elle c'est vraiment la première avec laquelle je vais parler d'un livre ou plutôt on va faire des débats sur la façon dont ce personnage il agit, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Donc on a des grandes discussions avec ma fille par rapport à comment est fait un livre. Voilà, ma fille, ma mère beaucoup aussi, c'est ma mère qui m'a fait découvrir en fait la littérature, qui m'a introduite là-dedans. Moi, je suis née en Roumanie, sous la dictature. Mes débuts de lectrice, c'était assez étrange parce que, du coup, ma mère, quand on a fui, donc mes parents, vous avez vécu là-bas. Moi, je suis venue en Suisse quand j'avais 4 ans, mes parents ont fui avant. Du coup, nous, on a été réfugiés, on a été apatrides pendant 20 ans. Ma mère m'a parlé de livres qui étaient interdits, donc de livres qu'il se passait sous le manteau, comme on dit cette expression comme ça. Et puis, le premier dont elle m'avait parlé, c'était Solzhenitsyn, oui. Une journée dans la vie de Denisovitch, où elle me disait mais ce livre on l'a lu en cachette, je l'ai lu en cachette parce qu'il était interdit. Je devais avoir 10 ans quand elle m'avait dit ça et je me suis dit waouh, il y a des livres qui peuvent être aussi, qui peuvent mettre tant en danger que ça pour qu'on les interdise et que les gens continuent à les lire, apprendre ce qui se passe pour de vrai, quoi. La lecture au début c'était quelque chose qui pouvait être un peu transgressif ou en tout cas qui ouvrait vers la liberté, c'était tout de suite très important. C'était très important. C'était pas juste du divertissement. Non, et puis quand même un des premiers livres dont je me souviens que j'ai lu, mais c'est tout ma mère qui vraiment me mettait les livres dans les mains, c'était David Copperfield de Dickens. Et je sais pas pourquoi, parce que là j'ai l'impression que c'est un livre assez compliqué, mais je l'ai lu vraiment enfant, je sais pas, et je me souviens vraiment, mais ça je m'en souviendrai toute ma vie, que ça me bouleversait tellement que je pleurais. Et j'étais en train de me dire, mais c'est fou, un livre te procure ça en fait, te fait vraiment pleurer. Il n'y avait pas vraiment de livre pour enfants. Voilà, moi je suis née en 76, donc c'était, moi j'ai lu mes premiers livres, bon évidemment Jack London, L'Appel de la forêt, Cro-Blanc. Est-ce que ce sont des livres pour enfants? Ça on peut en discuter. Moi je trouve que c'est pas des livres pour enfants justement. C'est vrai qu'on les donne aux enfants. Oui voilà, mais moi je trouve que c'est génial. Mais après c'était Sa Majesté des mouches par exemple, qui sont quand même des livres très très durs comme ça, mais qui sont extraordinaires. J'en reviens toujours finalement au niveau de l'imaginaire. Je pense que ça a marqué tellement fort mon imaginaire et c'était aussi des livres qui étaient justement, on y parlait de mort, on y parlait de violence, on y parlait aussi d'amour, vraiment d'amour, de liens, mais il n'y avait rien qui était vraiment caché parce que c'était pas, il n'y avait pas quelque chose d'aseptisé, on essaye de trouver les bons termes c'était très cash comme ça. C'était des livres vrais, j'ai l'impression que c'est, voilà. Et c'était des livres, donc quand vous étiez en Suisse, qui étaient chez vous, comment vous alliez chercher les livres?
Alors, nous, quand on est arrivé dans un tout petit village en Suisse alémanique. Donc voilà, le français c'était après. Vous parlez combien de langues? Non, mais ça c'était enfant. Mais j'ai appris le français qu'à 12 ans. D'accord. C'était un tout petit village suisse alémanique comme de carte postale. Donc il y avait l'auberge, voilà, puis il y avait l'église et le pasteur. C'était un type vraiment un grand érudit. Et lui, il avait une petite bibliothèque. Il y avait totalement improbable dans ce voilà, il y avait une petite bibliothèque où ma mère empruntait énormément de livres là-bas. Et il avait vraiment une sélection assez dingue. Il y avait Umberto Eco, donc je me souviens vraiment. Oui, c'était pas du tout des livres. Oui. C'était pas des livres sur la religion, pas du tout. C'était vraiment des romans. Après, ma mère a toujours acheté énormément de livres. Et c'est vraiment grâce à elle, c'est mes premières lectures de jeunes adultes et adultes. C'était vraiment, elle m'a fait découvrir Margaret Atwood, elle m'a fait découvrir Toni Morrison. Je devais avoir, je sais pas, 18, 19, peut-être 20 ans. Et ma mère me dit, il y a Toni Morrison en dédicace, c'était à Genève. Voilà, voilà. Wow. Vous faites voilà la tête. Mais moi, alors franchement, je la connaissais pas. Oui. J'étais là. Puis bon, j'étais typiquement dans l'âge où ma mère, c'est bon quoi. Hein. Et elle m'a traînée vraiment dans cette librairie pour aller voir. Voilà, elle me dit, je t'offre son livre, voilà, Beloved, qui va lui faire signer quoi. Donc je suis arrivée un peu comme ça, hyper nonchalante, devant Toni Morrison. Du coup, je tends, le Beloved, et puis qu'elle prend comme ça, qu'elle signe simplement Toni Morrison. Puis elle me le repousse presque comme ça, en me regardant, mais vraiment presque en me fusillant du regard. J'ai eu vraiment un choc et c'était vraiment, mais elle me disait, comme si elle me disait, mais en fait c'est sérieux là, ce qui se passe là, la littérature c'est sérieux. Elle m'avait tellement impressionnée cette femme que j'ai lu assez vite dans les jours qui ont suivi Beloved, qui reste mon top 10 de mes livres, voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est vraiment sérieux la littérature. Et ça, c'était un des premiers vraiment souvenirs où ça peut avoir cette force-là, cet impact-là, cette dénonciation-là. Enfin, c'est vraiment, ça a été, je pense, un de mes premiers grands bouleversements où je me suis dit à quel point, peut-être qu'il a commencé à peut-être faire son petit cheminement en disant peut-être qu'un jour j'aimerais bien aussi, quand je serai grande, écrire quoi. Ce que vraiment j'aime les histoires, j'aime vraiment la fiction, j'adore être emportée. Ça a toujours été, parce que c'est ce que vous disiez déjà dès les premiers livres que vous avez lus enfant. Finalement, votre rapport à la lecture, hormis quelques phases, etc., reste fondamentalement le même que depuis que vous avez commencé à lire. Exactement, tout à fait. C'est exactement, c'est vrai que j'avais pas réfléchi, mais tout à fait. Et c'est ce truc d'être emmené dans une histoire. Dans une aventure. C'est ça dont vous avez besoin. Une aventure. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'une aventure et j'ai besoin l'écriture, la langue soit là, qu'il y ait des images chaque fois qui me ces liens, où je sens vraiment justement cette attention très très précise que peut avoir un écrivain, une écrivaine sur un texte. Où du coup voilà, je me dis ça c'est tellement bien vu. Ah oui, c'est ça. Comment vous choisissez vos livres aujourd'hui ? Alors, par exemple, la semaine passée, j'ai fait des rencontres dans 4 librairies. Donc, j'ai 4 librairies. Je suis rentrée à la maison avec 10 livres. Okay. Donc voilà, j'en achète toujours. Les libraires m'en ont offert. Donc j'ai toujours des piles qui m'attendent. Et chaque fois que je me dis, maintenant le prochain c'est celui-là, après c'est celui-là, ça marche jamais, puisqu'après je rentre avec 10 livres. Les derniers livres que j'ai lus, c'est beaucoup de nature writing, que j'aime beaucoup, parce que moi finalement c'est aussi ce que j'écris. Le dernier que j'ai lu, c'est Sauvagine de Gabriel Filto Shiba, parce que je le considère vraiment comme un livre engagé, qui dénonce beaucoup de choses sur la chasse, sur le braconnage, et je voulais voir comment le faire, parce que c'est toujours assez délicat ces questions. De toute façon, écrire est un acte politique, mais après comment faire dans un engagement, dans un militant, voilà, est-ce qu'on peut militer, voilà, toutes ces questions me travaillent en ce moment. Beaucoup aimé Charlotte McConey. Voilà, j'ai lu Migration, son premier, et je pleure encore toute la beauté du monde. Ce genre de livre qui mêle à la fois quelque chose des secrets, puis en même temps, voilà, qui laisse une grande place à la nature. Donc ça, j'ai beaucoup choisi des livres comme ça. Je suis fan absolue de la maison Gallmeister. Oui. Voilà. Et puis sur quand même les romans noirs, c'est vrai que j'avais lu Sogwan Island de David Vann. Ça m'avait scotché. J'ai dit mais comment on peut faire ? À la fois j'étais aussi fâchée. Enfin, j'adore quand comment il peut faire ça ? Donc, en fait, j'ai l'impression que je n'ai même pas tellement besoin de choisir. Il y a toujours des livres qui sont là. Les livres viennent à nous, quoi. J'adore recevoir des livres. On m'en offre. Après, c'est vrai que des fois, ça ne matche pas bien. Hein, mais comme moi, je sais que j'ai offert des livres. Puis voilà, c'est toujours assez décevant parce que j'ai l'impression que je donne une partie de mon cœur. Et puis on me dit, ouais, ça va, ça l'a pas déchiré en deux comme moi. Donc voilà, mais c'est pour ça que c'est rigolo. Mais c'est pas grave, en fait. J'emprunte plus trop. Avant, j'empruntais beaucoup de livres. Mais ces temps, je souligne beaucoup dans les livres, je corne toujours les pages.
Donc finalement, je ne veux pas faire ça avec les livres qu'on me prête. Vous avez besoin d'avoir les livres à J'ai vous. besoin, voilà, pour après, si je veux reprendre, voilà, voir comment c'est fait. Mais aussi, je me rends compte plein de fois, je corne parce que voilà, il y a des phrases qui sont sublissimes et je me dis, waouh, il faut que je revienne pour les relire une fois. Mais je le fais jamais, je relis Vous relisez jamais. pas? Non, il y a eu un seul livre que j'ai relu dans ma vie, c'est 100 ans de solitude, parce qu'on était allé au Mexique et du coup, voilà, j'ai dit, je voulais le relire. Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez, qui fait partie du coup de mon top 10 aussi. Top 10, voilà. Mais sinon, j'ai jamais relu un livre. Des fois, je me dis dommage parce que je pense qu'une deuxième lecture, ce serait génial. Parce que c'est vrai qu'en écrivant, on sait bien qu'on met des couches. Moi, en tout cas, je travaille parfois. C'est évident que y a plein de choses qu'on ne saisira jamais une première fois. Et puis selon le moment, j'imagine, de notre vie où vous relisez le Toni Morrison que vous avez lu à 20 ans, est-ce que si vous le relisez aujourd'hui, vous y verrez les mêmes choses? Exactement. Ouais, mais bon, il faudra avoir le temps. Non, c'est clair, parce que par exemple, c'est toute une réflexion par rapport à Gabriel Garcia Marquez. Est-ce que maintenant, c'est à nouveau au niveau de son rapport aux femmes? Oui. Voilà, moi, je veux dire, il reste pour moi, voilà, et ça m'a, ce réalisme magique, pour moi, il m'a énormément nourri. Enfin, je pense que mon écriture, elle se nourrit de ça et tout, donc je suis hyper redevable. Maintenant, je suis pas sûre que j'aille envie de le relire maintenant, parce que je pense qu'il va... Vous allez voir d'autres choses. Ça va me casser mon rêve. Je comprends tellement. De toute façon, moi, je prête sans problème mes livres, j'ai aucun problème. Et puis souvent, je les récupère pas. Ça vous pose pas de problème, ça? Non. Okay. Non, j'adore avoir des livres, mais je crois pas que je suis vraiment hyper attachée à l'objet. Parce que je peux toujours le racheter. Et puis je suis assez heureuse finalement si c'est quelqu'un qui... Parce que moi, comme je pars de l'idée que je le relis pas, pourquoi le garder comme ça obligatoirement? Si c'est quelqu'un d'autre qui le lit, puis qu'après qu'il le passe encore, mais tant mieux s'il vit. Après, bon, le Toni Morrison d'Edgar. J'allais vous le dire. Jamais. Si vous deviez me citer les livres les plus importants pour vous aujourd'hui, ce seraient ceux qui ont peut-être changé votre regard. J'imagine donc le Beloved de Toni Morrison. Beloved, de Toni Morrison, ça a été vraiment un énorme choc. Évidemment, 100 ans de solitude, ça a été aussi un choc. Et c'est vraiment des livres, mais j'ai dû les lire à 20 ou 25 ans. Et j'ai encore des images qui me restent, vraiment. Je vois encore cette petite fille qui arrache des bouts du mur pour les manger. Enfin, c'est des images de dingue. Après, un que j'ai lu, il y a peut-être 10 ans, c'était Gina Egland, Dans la forêt, qui a été aussi un grand bouleversement. Et je pense que ça a été un des premiers qui m'a ouvert toute cette voie sur le narrative writing. Comment, en fait, parler de l'environnement, de la nature, comment placer un personnage, dans une situation de survie. Ça a été, je pense qu'il m'a clairement ouvert aussi. Murakami, Kafka sur le rivage aussi m'a complètement... Mais par exemple, le Kafka sur le... Après, j'en ai lu pas mal de Murakami, mais pas autant que celui-là n'a été vraiment... Mais je me souviendrai toujours que... Donc on suit cette narration tout à fait actuelle, un type. Et d'un coup, il se met à pleuvoir des poissons. Et je me souviens, puis j'en ai parlé avec plein de monde, mais je dis, il n'y a aucun problème. On le prend, donc ça veut dire qu'il a été capable d'instaurer, de nous préparer en fait à ces étrangetés, et qu'on l'accepte et qu'on poursuive la lecture comme si c'était un événement tout à fait anodin et normal. Oui, bien sûr, il pleut des poissons. Et on voit même l'image et elle est ok. Et ça, je me suis dit, c'est tellement fort de réussir à faire ça. J'adore l'étrangeté dans les récits. Je trouve que le mystère, qui est une place pour le mystère, qu'on comprenne pas tout, mais qu'aussi, c'est indicible finalement, ce monde invisible. Ouais, je trouve que c'est toujours très riche quand on laisse une place pour ça dans les livres, parce que je pense que c'est là où finalement c'est un des meilleurs terreaux pour l'imaginaire. Alors en ce moment, je lis un livre que justement on m'a passé la semaine passée, un des libraires, c'était un grand conseil, qui était le livre Bénédicte Dupré, La Tour. Qui était dans le prix l'année dernière. Voilà, l'année dernière. Terre promise, voilà. Mais voilà, c'est un livre que j'aurais jamais trouvé toute seule. C'est finalement un western, mais qui dit jamais que c'est un western. Une façon de retourner des codes qui est très très fine et très très juste. C'est très très sombre et noir. C'est sans. Je trouve qu'elle va vraiment au bout de ses idées au niveau pulsion humaine. C'est absolument dingue. À nouveau, l'écriture, c'est typiquement au bout de deux lignes, 3 lignes, on est dedans. On est happé par cette langue. Extrêmement imagée, puis en même temps, elle est sans concession, puis très très beau, très très poétique. Donc, ce qu'elle raconte, c'est très sombre, très dur. Et son écriture est d'une telle beauté. Il y a des passages que vous avez cornés dans ce livre-là, par exemple? Oui, donc il y a un petit passage là.
Vous voulez bien me lire un petit bout? Oui. Où est-ce que je lis le Où début? vous voulez. Ouais, je vais lire Le début du livre? Ce paragraphe, d'accord. C'était jour de paye pour les vachers des plaines. Au bord du lit, Eleanor Dwight remontait son bas le long d'une jambe brune. La chambre sentait encore le mauvais tabac que l'homme de la veille n'avait cessé de chiquer. Il n'avait pas cessé, hormis pour cracher un jet noir dans le bassin avant de se vider plus bas, les yeux écarquillés de stupeur. Eleanor en avait trop vu pour se souvenir des visages. Tous venaient avec cette même odeur pestilentielle, cette nostalgie du refuge maternel. Ils souillaient tout ce qu'ils touchaient. Et s'ils avaient pu croiser son regard lorsqu'il faisait en elle, ils se seraient recroquevillés comme des feuilles sous le soleil du désert, consumés par la lumière de la vérité. Mais toujours, elle fermait les yeux, l'immense mépris enclos sous ses paupières. C'était jour de paye pour les vachers des plaines, c'était jour de peine pour les filles de joie. C'est puissant, ouais. Oui, c'est puissant. C'est très belle. Hein. Ouais. Et puis le prochain, ça va être aussi un livre qu'on m'a offert d'une libraire aussi la semaine passée, puisque je parlais de mon nouveau livre, donc les différents thèmes que j'avais envie de travailler dans mon nouveau livre. Et là, elle me dit, voilà, ça c'est les cadeaux absolus. Ah oui, alors attends, je vais t'offrir un livre. Et c'était quoi? Et du coup, c'est Animal de Sandrine Colette. Vous avez déjà lu d'autres livres de Sandrine Colette? Oui, j'en ai lu un justement il n'y a pas si longtemps. Que j'ai adoré. On était des loups. Ah oui. Du coup aussi une écriture de dingue et en fait ce langage qu'elle crée, le langage de cet homme finalement, puisqu'on est vraiment dans la tête d'un homme tout du long. Et ouais, c'était vraiment bouleversant. Et puis aussi à nouveau quelque chose de très rude, très âpre, puis avec une grande beauté. Et puis sinon, un qui m'avait bouleversée, mais que j'ai lu il y a peut-être 1 ou 2 ans, mais qui me reste toujours, je reviens, c'est justement Un bref instant de splendeur. Ça m'avait vraiment, il m'a vraiment bouleversée. C'est des beaux titres à chaque fois. Ah oui, mais magnifique. C'est important les titres pour vous? C'est très important. Là, j'ai acheté justement un livre mais je l'ai pas encore lu. Que je trouve le titre, il est dingue, qui vient de sortir à la dernière rentrée d'hier. C'était Et nous sommes faits d'orage. Ah oui. Mais je veux dire, c'est sublime. C'est sublime, voilà. C'est sublime. Ça peut suffire. Ça peut suffire, exactement. Juste l'afficher comme ça, tellement c'est beau. Ouais, pas le « pardon. Nous sommes faits d'orage, oui. Voilà, Marie Charelle. Voilà, c'est ça. Celui-là c'est ça, exactement. En Albanie. En Albanie, oui, sous la dictature. C'est ça. On a abordé beaucoup de choses, merci beaucoup. On va arriver à la dernière partie de cet entretien qu'on a intitulé « Le passeport littéraire ». Si vous étiez un titre de livre? Alors ce serait, je pense, Croire aux fauves de Nastasia Martin. Pour ce que ça raconte, pour le titre. Pour ce que ça raconte, et je pense que je suis de plus en plus, je laisse de plus en plus de place dans mes livres et aussi dans mes lectures à la place aux autres êtres vivants, que ce soit les plantes, les animaux, les insectes, et du coup aussi à l'imaginaire. Et je trouve que dans ce titre Croire aux fauves, il y a à la fois justement rester ouvert sur ces autres, sur ces autres créatures autour de nous, et le côté fauve qui moi me plonge tout de suite dans un imaginaire d'aventure et en même temps d'une bestialité comme ça, toute humaine aussi. Donc j'adore ce titre en fait. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous auriez aimé incarner un personnage de roman, un héros ou une héroïne? Alors ça fait longtemps que j'ai plus lu, mais c'est vrai que je me souviens quand j'avais eu ma phase où j'avais lu beaucoup d'Isabelle Allende, que j'aimais beaucoup Isabelle Allende, parce que je trouvais qu'elle avait à la fois ce côté très... Alors bon, La Maison des Esprits, c'est vraiment un grand livre, et après elle a fait des livres beaucoup plus d'aventure, assez simples comme ça, mais où c'était vraiment des grandes épopées, et elle avait toujours quand même des héroïnes féminines assez dingues. Puis ça, c'était un western, donc il se passait toujours plein de choses, donc je sais qu'il y en avait une qui m'avait beaucoup touchée, puis je pense que j'aurais voulu être... C'était Elisa dans Fille du destin. Mais c'était vraiment une de ces femmes qui partait sur les routes, et puis ensuite finalement elle apprend l'acupuncture. Enfin, il y a vraiment une aventure. Donc vraiment le côté très aventure, et puis ces grandes héroïnes d'aventure, quoi. Est-ce que vous avez le souvenir d'un dernier chagrin de lecture? Mais vous pouvez comprendre le mot chagrin comme vous voulez. Alors, je parlais avant de ce livre Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Et c'est vrai que là, je crois que je suis encore en chagrin, parce que, mais typiquement à cause d'un personnage.
Donc ce livre parle vraiment, à un moment donné, il parle de beaucoup de choses, mais ce qui m'a, moi, le plus happé, c'était cette crise des opioïdes aux États-Unis. Et du coup, il parle de son compagnon qui, finalement, je sais plus, il se casse la jambe ou il a vraiment une blessure et du coup, on le met sous antidouleur et finalement, il devient accro et il finit junkie et il finit mort d'une overdose. Et je sais pas, ce personnage, ce type, et son histoire tellement injuste en fait, ça m'a tellement bouleversée que je sais que ça m'a travaillé. Et je sais pas pourquoi ce personnage-là m'a vraiment tellement touchée et j'ai vraiment ressenti du chagrin pour lui. Vous disiez tout à l'heure que parfois vous corniez des pages parce qu'il y avait une phrase qui était très belle et que vous vouliez pouvoir y revenir. Ces phrases-là, vous les notez quelque part ailleurs? Est-ce qu'il y a des citations ou des extraits que vous aimez vous redire? J'avais relu un livre de Joyce Carol Oates que j'adore, relu des petits passages et puis il y avait vraiment le Mud Woman. Okay. Et puis, qui m'avait bouleversée et du coup il y avait cette citation, mais qui est assez terrible, c'est que nous chérissons toujours les endroits où on a failli mourir, mais où nous ne sommes pas morts. Par rapport à ce fait de revenir vraiment dans un endroit qui nous a extrêmement blessés, mais qui nous a aussi fait survivre et vivre. Donc je trouvais que ça, c'était très fort. Et après, moi, j'ai une citation dans mon bureau, mais qui n'est pas du coup d'un livre, c'était d'un artiste plasticien. Et puis c'est vrai que c'est la seule citation que j'ai épinglée et que je relis et qui, pour moi, représente vraiment, je trouve, comment moi je considère finalement la création, c'est j'aime qu'il y ait une double dimension dans un travail artistique, la conscience d'une inquiétude et la sensualité qui permet de la supporter. Et je trouve que ça dit tout de justement, et je pense que c'est ça ce qui me plaît dans ces livres-là exactement, cette inquiétude qui est là, et finalement la sensualité de l'écriture, de la beauté des mots qui permet de supporter. Ouais. C'est de qui? C'est Alain Buick. Alain Buick. Alain Buick. J'ai une question assez terrible pour une des dernières questions. Ne plus jamais lire ou ne plus jamais écrire? Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. C'est violent, ça, c'est hyper violent. Ouais, je sais. J'ai envie de dire, j'ai toujours créé. Depuis que je suis enfant. Donc j'ai vraiment fait grande formation artistique, longue formation artistique. Donc j'ai toujours créé des choses. L'écriture en ce moment, c'est vraiment un moyen que j'ai trouvé qui me convient extrêmement bien. Mais avant, je faisais de la vidéo, je faisais de la photo. Donc je me dis, au moins maintenant l'écriture c'est terrifiant, mais je me dis je trouverai un autre moyen. Par contre, de ne pas continuer à lire, ça ce serait vraiment rude, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que vous auriez aimé rencontrer, peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui? Alors du coup, Margaret Atwood, qui est toujours vivante. Je trouve que c'est époustouflant, ses livres, son œuvre, à quel point elle est clairvoyante, à quel point elle a parlé de choses qui se produisent, à quel point elle parle, la servante écarlate, mais pas seulement. J'en ai lu beaucoup d'elle en fait. J'ai beaucoup aimé Margaret Atwood et c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui m'impressionne beaucoup justement par cette clairvoyance en fait qu'elle a dans ses livres. Et du coup, elle, ce serait un rêve de pouvoir échanger avec elle. On lui passe le message. Ça nous écoute. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant vous vous pose une question, mais sans savoir que ce serait pour vous. C'est une question à l'inconnu. Donc c'est Julie Estève qui a publié chez Stock récemment un livre qui s'appelle Comédie romantique, qui vous pose la question suivante. Ça fait un peu écho avec quelque chose qu'on m'avait dit tout à l'heure. Est-ce qu'un livre vous a déjà causé une réaction physique? Fièvre, nausée, crise de panique? Et elle m'a précisé de vous dire, les larmes ne sont pas acceptées. Ça c'est bien. Alors le premier, après j'en ai eu plusieurs, mais le premier que je me souviendrai toute ma vie, et c'était Le Parfum de Suskind. J'ai commencé à lire et c'est vrai, je sentais le poisson. Oh. Et je me souviens parce que j'ai appelé ma mère, j'ai dit, mais c'est pas possible en fait, ce livre il sent. Il pue là, parce qu'au début vraiment le personnage grenouille, il est justement, il naît dans les abats de poissons, c'est vraiment crade, vraiment, et la façon qu'il avait, je sentais vraiment le poisson. C'était complètement incroyable. C'est incroyable. Puis il y a un autre qui était il y a quelques années, qui était très fort aussi, mais dans un autre registre, c'était Laura Kasischke, qui était Esprit d'hiver. Esprit d'hiver de Laura Kasischke.
j'ai trouvé tellement mal, enfin, il m'a provoqué des angoisses en fait. Je me souviens, je le lisais le soir et je commençais à avoir peur. Alors que c'est pas du tout, c'est vraiment un huis clos. Voilà, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille. Donc il y a rien, pas grand chose. Enfin, voilà. Mais je me souviens à quel point elle avait réussi à. Enfin, j'avais l'impression que j'avais cette inquiétude, cette angoisse qui allait sous ma peau. C'était très désagréable. Mais du coup, un coup de maître, je trouve, parce que c'était vraiment, voilà, ce livre, il m'a beaucoup dérangé. Il était vraiment pas agréable, mais il m'a provoqué, mais presque des palpitations. C'était vraiment fou, une réaction physique de rejet comme ça, de peur et d'angoisse et de non, je veux pas arriver à la fin. C'était assez dingue en fait. Ben merci, je ferai part de votre réponse. À votre tour, il faut que vous posiez une question à la personne que je verrai après vous, mais sans connaître son identité. Vous avez réfléchi à ça ? Oui. Alors, est-ce qu'il y a un livre que vous avez, en arrivant à la fin, que vous avez rejeté et que petit à petit, finalement, a continué à creuser ses ramifications et vous êtes revenu en se disant mais pourquoi en fait je rejette, pourquoi ça me dérange, et puis que c'est un livre qui continue vraiment à distiller finalement les choses et qu'on finit par peut-être pas par adorer à la fin, mais qu'en tout cas on comprend pourquoi sur le moment on l'avait rejeté et qu'on commence à l'apprécier. Enfin voilà. Et je sais que moi c'était, il y avait par exemple La Virevolte. J'avais de Nancy Houston. Je l'avais rejeté à la fin, mais c'est pas possible. Et il a creusé, il est revenu, il m'a retitillé pour finir, pour pointer là où ça m'avait profondément dérangé et pourquoi et à quel point du coup c'était un livre génial quoi. Je poserai la question, je vous ferai part de sa réponse. Oui. J'ai une toute dernière question, après je vous laisse tranquille. Est-ce que parmi les livres dont vous m'avez parlé, ou peut-être d'autres dont vous m'avez pas parlé, il y a un livre dont vous me conseillez la lecture à moi personnellement en disant de lire, t'as pas lu ça, il faut le lire absolument. Alors peut-être vous l'avez lu, j'espère que vous l'avez pas lu parce que alors moi je l'ai adoré, je l'ai lu dernièrement, et c'est aussi une autrice que j'ai découverte, c'est Ian Carson, Les lanceurs de feu. Non, Carson, voilà, je super. Je connais pas, c'est génial. Ian Carson. Et puis là, elle a un autre livre que je vais lire dans les éblouissements. Ça aussi, c'est beau, quel titre, ça. voilà. Mais les lanceurs de feu, franchement, alors ça parle de quoi ? Alors c'est en Irlande du Nord, et donc elle est irlandaise. C'est l'histoire de deux pères en fait, et de leur relation avec un avec sa fille et l'autre avec son fils. Il est extrêmement touffu, il y a extrêmement d'images, il y a des fois des trucs où je me suis dit c'est un peu... Mais j'adore en fait ces livres où... j'adore les livres imparfaits, j'adore, voilà. Et il y a un peu de réalisme magique, en même temps il y a toute... on en apprend beaucoup en fait sur ce conflit en Irlande du Nord. J'ai adoré et je trouve que c'est quelque chose vraiment à découvrir parce que c'est assez particulier aussi. Ça me donne très envie, merci beaucoup pour ce conseil. Et puis merci pour toute cette conversation, c'était passionnant de vous écouter. Merci beaucoup. C'était le tout premier épisode de la saison 4 de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Raluca Antonescu. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgendsquilises.fr. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous et faites-le savoir à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, belle journée et belle rentrée dans les livres.